Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le grand plaisir d'accueillir dans l'invité du direct Abdelkarim Boudra, directeur de ICOM et membre de Nebni, ancien porte-parole de Nebni d'ailleurs, cofondateur de Nebni. Abdelkarim Boudra, bonjour. Bonjour Hassan. Merci d'être avec nous. Nous avons eu le grand plaisir de retrouver une actualité de Nebni avec la Révolution, avec le mouvement du 22 février, les chantiers de la refondation. Vous vous êtes réunis, vous avez travaillé comme d'habitude et vous nous avez produit quelque chose de sérieux qui est bien estampillé, Nebni, comme d'habitude. C'est une feuille de route et des chantiers que le mouvement populaire, que ce processus révolutionnaire doit prendre en charge. Ce sont les chantiers de la refondation. Alors vous avez choisi, je ne vais pas citer tous les chantiers que vous avez lancés, il y en a quelques-uns d'importants. Vous avez choisi de démarrer par le chantier numéro 1, halte à l'opacité et à la prédation. Est-ce que ça signifie qu'on est en train de voler pendant que le peuple défile dans la rue ? Encore, qu'on continue de voler. C'est ça la conception qu'on peut avoir. Non, je ne pense pas que ce soit l'intention. En tout cas, on le dit depuis suffisamment longtemps pour qu'on soit crédible. C'est qu'il y a beaucoup de prédation. En fait, on l'a dit que le système rentier appelle des logiques de prédation, les a nommées depuis longtemps. Après, dans ce vide un peu institutionnel qui s'est accentué après le 22, nous pensons légitimement, comme beaucoup d'observateurs, qu'il y a des garde-fous, donc ce que nous appelons de la transparence. On n'appelle pas à lyncher les gens ou à arrêter quiconque, on appelle à ce que les comptes publics, on appelle à ce qu'il y ait des instances indépendantes qui soient fonctionnelles pour permettre à tout le monde d'être apaisé par rapport à cette non-gouvernance économique que nous appelons ainsi depuis 2011. Donc, mais quand on voit halte à l'opacité, on va en parler tout de suite, mais à la prédation surtout, on a l'impression que Nebni épouse un petit peu le langage du mouvement populaire et qu'il y a une intonation populiste. Arrêtons de voler quand même. C'est peut-être populaire, mais certainement pas populiste. En fait, les chiffres publiés par le gouverneur de la Banque d'Algérie en décembre sont ahurissants. Ça, ils font très très peur. C'est des choses qu'on a reçues en pleine gueule, même si on savait qu'est-ce qu'il y avait la logique derrière. On l'a quantifié et nous pensons encore une fois qu'à partir de cette situation où on a eu 35% de notre PIB imprimé en monnaie, en création monétaire, équivalent de 55 milliards de dollars en moins de 2 ans, et que c'est logique un peu de gaspillage, c'est logique de fonctionnement sans garde-fou, en absence de transparence, c'est un cocktail bien sûr explosif, et le nommer ainsi n'est pas de l'exagération. Alors, Nebni, dans votre document, vous dites que c'est la décision la plus irresponsable de la décennie. Est-ce que c'est pas un peu exagéré ? La responsabilité. La création monétaire, subvention, le financement non conventionnel. En tout cas, c'est une décision irresponsable, et on l'avait dit très tôt. Dans l'appareil institutionnel, dans le fonctionnement de la gouvernance actuelle, c'est hasardeux de permettre à ce gouvernement, à cet exécutif-là, à ces logiques-là, de faire ce qu'ils ont fait, et on l'avait dit très tôt. Et puis les proportions, en fait, parce qu'ils n'ont pas été transparents, encore une fois, sur ce qu'ils voulaient faire, on se retrouve avec du 35%. C'est énorme, c'est sans commune mesure dans ce qui s'est fait dans le monde. C'est-à-dire, ils nous ont vendu ça en essayant de dire il y a des pays qui, dans des contextes de crise, l'ont fait. Ils l'ont fait, mais à des proportions ahurissantes. Et quand on voit les premiers résultats, on se doit, nous, parce que nous sommes un collectif qui est là et qui espère alerter encore les Algériens et être utile pour dire aux Algériens, tout ça, on va devoir le payer les semaines, les mois et les années à venir, et on se doit, encore une fois,
d'être vigilant dans un contexte particulier où on est en train de basculer vers, Inch'Allah, quelque chose de plus démocratique. Donc voilà, c'est une décision grave. L'une des, peut-être, si c'est pas la plus grave, elle doit être dans le top 5 déjà. On peut vous rétorquer que pour alerter l'opinion sur cette dérive, qui est celle donc du recours abusif au financement non conventionnel, 35% du PIB, vous n'aviez pas besoin du mouvement du 22 février, vous pouvez l'alerter sans cela. Ah ben on l'a dit, c'est-à-dire on n'a pas attendu, c'est-à-dire on peut tout reprocher à Nebni sauf d'avoir été proactif. On a alerté et puis on a même alerté sur la légèreté avec laquelle certains de nos amis et frères experts ont laissé croire que ça pouvait être une solution en glissant à la fin de leur plaidoyer une phrase sur la nécessité de réformes structurelles, et comme si on donne un peu de drogue à un alcoolique ou un drogué et on lui dit fais-en bon usage. Donc là, il n'y avait pas les conditions qui permettaient à une politique de création monétaire d'accompagner un plan de redressement parce qu'il n'y avait pas de volonté de ce gouvernement-là. C'est un gouvernement de la rente, de la redistribution de cette rente-là à des clientèles du système. On l'a dit, on l'a clairement dit, y compris directement au Premier ministre de ces exécutifs-là, c'est-à-dire les documents sont publics. Donc, il n'y a rien de nouveau, je dirais, dans l'approche de Nebni. Malheureusement, la situation s'aggrave. Alors, la situation s'aggrave. L'une des principales incidences de cette dérive-là, c'est que on peut avoir un processus inflationniste très sérieux qui s'enflamme. Et vous dites dans votre document, le pouvoir d'achat des citoyens, notamment les plus nécessiteux, risque de s'éroder significativement en l'absence d'actions d'urgence pour y faire face. Ça signifie que peut-être que la révolution va nous amener dans une situation où les prochains exécutifs, notamment peut-être celui de la transition, on en parlera, va se retrouver face à une demande sociale qu'il n'arrivera pas à satisfaire à cause de ce qui s'est passé pendant la dernière période de l'ère Chadli, de l'ère Bouteflika. Je pense que c'est l'un des pièges, l'un des cadavres qui vont sortir de la gouvernance de Bouteflika. C'est-à-dire, bien sûr, ça il faut qu'on le dise, c'est peut-être pas le moment, mais on va l'expliquer. Nous avons eu des comportements qu'on va devoir payer, c'est-à-dire l'inflation qui va être beaucoup plus importante que ce qu'on pensait, parce qu'aujourd'hui on a un instrument, l'Office national des statistiques, qui fait un travail correct mais qui n'est pas parfait. Probablement il y a des choses qui sont cachées, c'est-à-dire aujourd'hui l'inflation réelle telle que vécue par les plus démunis, mais également par la classe moyenne. Peut-être on peut en discuter de ça. Ça c'est un point de vue personnel pour que je ne mouille pas Nebni. Je pense que, et ça se voit dans la réalité de ce mouvement du 22 février, c'est qu'il y a une classe moyenne supérieure qui subit déjà l'érosion en premier. Elle est en avant-garde de la dépréciation de son pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce qu'elle consomme plus de produits importés ? Parce qu'exactement, c'est-à-dire aujourd'hui, tant qu'il y a des subventions, donc les quintiles à bas revenus ne subissent pas encore en proportion importante de plein fouet. Par contre, la classe supérieure qui a acheté du chocolat et du Nutella et de je ne sais pas quoi, ils ont vu, eux, le prix tripler, quadrupler, quintupler. Et donc, réellement, cette supercherie de la gouvernance Bouteflika, les augmentations de salaire à tort et à travers, aujourd'hui, ils se rendent compte que ça ne rimait à rien et qu'ils sont en train de retrouver leur pouvoir d'achat d'il y a 10 ans. Il faut faire attention, là, c'est pas Nebni qui parle, c'est Abdelkrim Boudala, mais Abdelkrim Boudala n'a pas annoncé que la révolution du 22 février, c'est pour pouvoir se remettre à acheter du Nutella, c'est quand même pas ça. J'ai pas dit ça et je le pense pas, mais la réalité c'est celle-là, c'est que les gens ont un comportement de consommation. Je parlais bien des classes moyennes supérieures, et si quelqu'un les a privés de Nutella, de yaourt, tu vas pas les priver de Nutella, toi aussi, Hassan. Donc ça, il a un gars qui le Nutella et qu'il s'en soit. Donc les conséquences de cette politique ont commencé à toucher. Oui, je trouve effectivement que c'est pertinent de noter que ça a commencé par les quintiles supérieurs, donc éroder les revenus. Et donc l'alerte, ce serait aujourd'hui de dire il faut arrêter cette politique. Mais nous, entre guillemets, les observateurs, on a entendu le Premier ministre, j'ai du mal à prononcer son nom, le Premier ministre de l'époque, nous dire, au moment où il a lancé le financement non conventionnel, le mois prochain, j'ai pas de quoi payer les fonctionnaires. Donc c'était une façon de faire passer cette solution.
Aujourd'hui, le prochain Premier ministre va nous dire j'ai pas de quoi combler les 500 milliards de dinars de déficit de la Caisse nationale des retraites. Et ainsi de suite. Je n'ai pas de quoi rembourser ceux qui ont fait l'emprunt obligataire. Je n'ai pas de quoi rembourser. Voilà. Et donc, on est peut-être pris dans une. En fait, on n'a peut-être pas le choix. Hein. On n'a peut-être pas le choix. Je pose la question. Alors, d'abord, il faut disqualifier totalement et systématiquement ces personnes-là, les logiciels qu'ils ont produits et leur façon de voir. Parce que tout ce qui est en train de leur arriver, les experts, dont Nebni, les think tanks, le prédisaient. Donc, s'ils ont été myopes au point de ne pas observer des phénomènes réels que tout le monde était en train de constater, c'est qu'ils sont incapables de voir. Et donc, la moindre des choses, c'est qu'ils se taisent et qu'ils se cachent et qu'ils arrêtent de nous intoxiquer. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, pour moi, ces gens-là sont totalement disqualifiés pour apporter le moindre regard. Parce qu'ils ont été pour le moins myopes. Moi, je pense qu'ils ne sont pas myopes. Ils étaient en train de servir une logique de prédation généralisée. Aujourd'hui, c'est en train de remonter, mais c'était clair, tout le monde le voyait, et ils sont arrivés au bout de leur logique. Quand ils ont annoncé la création monétaire, c'est là où Nebni ne peut pas être taxé quand même de complaisance, parce qu'on avait publié un plan d'urgence, dans lequel on a commencé par dire, si vous voulez être crédible, il faut arrêter le gaspillage. Moi je ne crois pas en un gouvernement qui continue à dépenser comme ils sont en train de dépenser, à avoir le train de vie de l'État avec des choses complètement insensé, et à côté de me dire j'ai pas de quoi payer ceci ou cela. Il n'est pas crédible, il faut qu'il soit totalement disqualifié, et avec de nouvelles personnes, bien sûr qu'on va regarder, et la création monétaire fait partie des panoplies que toute gouvernance économique peut se permettre, mais pas dans les conditions qui sont les leurs. Il faut des mécanismes de transparence, des mécanismes de gouvernance, et aussi trouver d'autres gisements. On ne peut pas tout mettre sur la création monétaire, il faut aussi expliquer aux gens, quand tu fais de la création monétaire, tu vas créer de l'inflation, et on doit dire aux gens qu'on va créer de l'inflation sous une forme ou une autre, même si on ne va pas l'annoncer comme ça quand on est responsable politique. Alors, il faut nous préparer à retrousser nos manches, relancer l'économie sur de nouvelles bases et accepter le prix à payer. C'est quoi le prix à payer ? C'est ce que vous étiez en train d'indiquer aujourd'hui ? Bien sûr, c'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, ce qu'il y a de bon dans cette dynamique post-22 février, c'est qu'on se met à espérer, c'est-à-dire, et avec l'émergence de ces nouveaux acteurs, de cette jeunesse, de cette diaspora, de ces femmes, on peut imaginer d'autres possibles que ceux qui étaient là, qu'on avait en tête il y a 2 mois, il y a 3 mois. Et c'est ça peut-être l'utopie d'un moment révolutionnaire qui, j'espère, durera le temps qu'il faut pour produire autre chose. On peut espérer autre chose. On peut espérer l'émergence de nouveaux acteurs, de nouvelles logiques économiques. En tout cas, tout est à faire en Algérie. C'est-à-dire, on a l'avantage qu'on est quasiment à l'arrêt, qu'on a fermé l'économie et qu'on peut retrouver d'autres gisements. Alors, est-ce que le discours réaliste de Nebni, parce qu'il est réaliste, qui est développé dans cette première note sur les chantiers de la refondation, donc halte à la prédation et halte à l'opacité, ne vient pas un peu perturber ce moment lyrique de l'espérance révolutionnaire et nous ramener vers des réalités, alors je pose la question directement, des réalités qui soutiennent un schéma de transition plutôt qu'un autre. Les gens qui disent on ne peut pas se permettre une transition trop longue parce qu'il y a un chantier économique, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui le pensent, un chantier économique qui demande à ce qu'on agisse tout de suite avec un gouvernement légitime, c'est des gens qui sont plutôt pour une transition courte et pour passer tout de suite à la mise en œuvre des chantiers. C'est une lecture possible, il y en a d'autres. Il y a aussi une logique qui considère qu'on doit être honnête avec les Algériens qui sont suffisamment intelligents pour comprendre ce qu'on leur dit et que peut-être qu'il ne faut pas qu'on parte, si on veut faire des lectures politiques, avec un boulet qu'on va coller au futur gouvernement. Peut-être que c'est à nous, en tant que think tank et acteurs de la société civile, d'assumer ce rôle-là, de prendre à la limite, de dire qu'aux Algériens, il y a une vraie situation. Et quel que soit le gouvernement qui va venir, il va devoir la gérer, mais on ne doit pas la lui coller. Il ne faut pas que les gens nous disent dans une année, c'était mieux, mais à bout de fliqa, au moins qu'on a un Nutella pour reprendre le produit qui était cher. Donc, ça, c'est notre rôle d'alerter. Deuxièmement, certains peuvent faire une autre lecture, c'est dire, il faut dire à ces gens-là de partir parce qu'il n'y a plus d'argent.
C'est-à-dire de dire qu'il n'y a plus dans la caisse d'État, qu'est-ce que vous allez chercher encore à récupérer? Vous avez tout pris, vous avez pris des dizaines de milliards pour ne pas être dans l'excès. Aujourd'hui, il y a des poubelles à descendre, il y a des cadavres à sortir. Pourquoi vous vous obstinez à penser qu'il y a encore je fais une lecture naïve à souhait, c'est-à-dire utopique peut-être, mais elle est aussi réelle. C'est de dire non, nous avons besoin d'un autre moment, d'une autre génération d'acteurs, y compris institutionnels, parce que c'est pas l'Algérie des des centaines de milliards à distribuer, c'est l'Algérie de l'intelligence, c'est l'Algérie de l'optimisation, c'est l'Algérie de l'économie, c'est l'Algérie qui innove, dont on a besoin, sinon ça ne sera pas du tout jouable les années à venir. Alors il y a dans parce qu'il y a toujours, c'est ça qui est très bien chez Nebni, un diagnostic, un audit et des propositions qui suivent à la fin, et c'est souvent d'ailleurs par vos propositions que vous avez été connues. Il y en a 8 sur la transparence qui sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Donc vous dites que durant cette période qui s'ouvre devant nous, il faut déjà commencer, ça coûte rien, d'être transparent. Il faut commencer par être transparent, notamment sur l'évolution des réserves de change. Les Algériens, ça va beaucoup les intéresser. Sur l'évolution des opérations importantes couvertes par la Banque d'Algérie. Donc c'est un peu le monitoring de financement non conventionnel. De le publier de manière beaucoup plus voilà. Et puis toute une série de mesures de ce type-là. L'État a consolidé des comptes de tout le déficit des entreprises. Vous avez peur que les entreprises publiques continuent à aspirer de l'argent. Donc, incidemment, on peut comprendre que vous êtes pour qu'on les laisse mourir de leur belle mort. Non, c'est même pas ça. Sincèrement, c'est pas du tout la réflexion. Qu'on sache. Pour le moment, c'est de la transparence. Qu'on sache qu'est-ce qu'on donne à qui. Exactement. Et puis qu'on commence par savoir. Aujourd'hui, tout touché à l'entreprise publique aujourd'hui, il est suspect. Donc, je pense pas que c'est quelque chose qui soit recommandé ni à recommander dans les mois et peut-être les prochaines années à venir. C'est-à-dire, il faut savoir raison garder. Je m'arrête sur une des recommandations, publication de l'état détaillé des crédits contractés auprès des banques publiques et bénéficiant de la garantie de l'État dont le montant excède 500 millions de dinars. Alors, le think tank Nebni pense qu'il y a là aussi du gaspillage, des exagérations, du copinage. On a eu un long débat sur ça et on peut être en tout cas pour on a eu un long débat. Quel est le montant? Est-ce que c'est ceux qui bénéficient de la garantie d'État? En tout cas, nous pensons que ça serait une mesure qui risque d'apaiser les gens, parce que encore une fois, on a aujourd'hui des affaires qui commencent à sortir déjà. C'est-à-dire il y a des gens qui documentent ça. Nous, on n'avait aucune information sur quoi que ce soit en publiant ça, mais on a vu ça se passer dans d'autres pays quand il y a ces moments et les pays limitrophes en ont vécu, qu'il y a eu des mouvements comme ça de prédation effrénée. Il y a un clan Trabelsi algérien qui est en train de sortir de l'argent. Je ne sais pas, on n'a pas réponse à ça, mais pourquoi pas. C'est-à-dire, en tout cas, c'est peut-être la machine en Algérie est beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'il faut aussi savoir traiter ces questions-là en respectant les institutions. Quand on dit ça, nous, il n'est en aucun cas dans notre intention d'incriminer la Banque d'Algérie ou autre. On sait que la Banque d'Algérie, sa gouvernance laisse à désirer, son autonomie a été entachée, ça on l'a dit et ils le savent, tout le monde le sait, mais en même temps c'est pas, il faut pas quand même faire le pas de laisser croire que c'est un instrument qui aujourd'hui accompagne des mouvements de transfert illicite. C'est fort probablement pas le cas. Je peux même dire peut-être c'est certainement pas le cas. Et leur mécanique est en fait un peu plus compliquée. C'est ça. C'est pas et c'est pour ça que la transparence permet à des acteurs de la société civile, à des experts de regarder, d'aller voir pourquoi ce contrat, dans quelles conditions. J'allais venir au contrat, justement. Voilà. Dans les mesures de Nebni, on sent que bon, il y a la préoccupation d'apaiser le mouvement, donc de faire en sorte que des choses qui n'étaient pas visibles pour l'opinion publique le deviennent. D'ailleurs, il y avait beaucoup dans les anciennes propositions de Nebni de la revendication 2012 et 2020, ouais, voilà, d'observation, de transparence sur les opérations publiques et les politiques publiques, donc y compris d'évaluation à travers cela. Mais dans la dernière mesure, je trouve quand même qu'il y a quand même un coup dans le rétroviseur. Donc publication des états financiers de contrats publics supérieurs à 1 million de dinars attribués par l'État au cours des 10 dernières années pour évaluer la dette fiscale implicite. Ça vise des gens précis.
Je sais pas, ça vise qui? Ça vise les gens qui ont eu accès à des contrats de manière démesurée. On parle d'excès dans les contrats de gré à gré. Moi, j'ai entendu, comme vous, peut-être que certains des acteurs qui sont aujourd'hui cités ont eu des centaines de contrats de gré à gré de montants importants. Si c'est le cas, je n'ai pas d'informations précises, mais il faut le publier pour qu'on sache qui a fait quoi, et puis quelle est la dette fiscale et comment ces gens-là vont rembourser. Il n'est pas question que le changement s'opère en mettant les compteurs à zéro. Les Algériens n'accepteraient pas ça. Alors nous dans la plateforme média dans laquelle il y a Radio M, nous sommes sur Radio M, il y a aussi le Huffington Post. Le Huffington Post et Magabi Majan ont publié hier une information selon laquelle le président du FCE, qui est toujours président, Ali Haddad, est empêché de sortir du territoire national. Nous sommes très soucieux sur la liberté individuelle et la liberté entre autres donc de circuler des citoyens. On ne sait pas pourquoi il a été empêché, mais il semblerait que ce soit lié donc justement à la dette fiscale. Donc on serait déjà dans un premier cas où la transparence permettrait de savoir à qui la collectivité nationale doit demander des comptes. J'ai pas plus d'informations sur ce cas, mais il est normal qu'un État prenne des mesures conservatoires si ça se fait dans le respect de la loi, si ça passe par le canal qu'il faut, c'est-à-dire à travers un juge. Si c'est le cas, je ne vois pas pourquoi un État s'empêcherait de prendre un type de mesure de ce type-là. Ça existe partout. Pourquoi ça choquerait que si ça a été fait, je ne sais pas si c'est le cas et que ça soit... Non, et tous ceux qui ont des comptes à rendre, il faudrait qu'ils se défendent aussi. Maintenant, il faut éviter toute chasse aux sorcières pour qu'on ne tombe pas... Et puis qu'on ne dévie pas de l'essentiel. Attention, ça c'est un axe qu'il faut gérer, et tout en continuant à réfléchir sur comment changer la gouvernance, parce que ça peut être dangereux de tout mettre sur des individus, aussi emblématiques soient-ils, aussi corrompus, corrupteurs soient-ils, que ce soit dans les institutions ou dans le secteur privé ou public. C'est important que les choses et les personnes soient nommées, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les règles qui ont fait que ces gens-là existent, qui ont été une humiliation pour l'État et pour les citoyens algériens, que ça ne se reproduise pas. Et qu'il y ait les contre-pouvoirs, notamment citoyens, qui permettent à ce que ça ne se reproduise pas, parce que l'Algérie ne peut pas revivre ça une autre fois. C'est ça le vrai combat. Maintenant, à côté, on n'oublie pas que ces gens-là, il ne faut pas qu'ils se recyclent, il faut pas s'il y a maintenant, encore une fois, dans le respect de la loi, ils ont droit à s'expliquer, à se défendre, et ceux qui n'ont rien à se reprocher, ils ont le droit de vivre en tant qu'Algériens, même si symboliquement, on n'a plus envie de voir leur tranche. Oui, mais ils ont droit, bien sûr, pour beaucoup en tout cas. Pour beaucoup. Est-ce que Sonatrach est en train d'appliquer un peu la transparence? Sonatrach a communiqué sur cette histoire de gaz qui serait vendu gratuitement en France et sur les contrats qui lient Sonatrach à la France pour la vente de gaz, et aussi sur certains aspects sur l'évolution de son business, notamment l'affaire Exxon. Est-ce que c'est comme ça que Nebni souhaite voir les acteurs qui détiennent des grands comptes interagir avec l'opinion publique algérienne? Sincèrement, j'ai pas plus d'informations, mais je trouve qu'ils ont tardé à communiquer sur ce cas plus particulièrement. Je ne comprends pas pourquoi ça a pris toute cette... moins que ce soit de la manipulation. Ils ont produit une capsule avec un communicant qui a des... Ça a tardé. C'est-à-dire cette histoire-là enflée depuis, ça fait 3 semaines. Je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas technicien, donc je ne connais pas les aspects de contrat, mais ça semblait tellement gros. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de réaction. C'est tellement gros qu'on se dit ça ne mérite même pas qu'on y réponde. Oui. Après, les Algériens, il faut peut-être résumer des choses, c'est-à-dire sont jaloux de Sonatrach. C'est notre entreprise, c'est notre bien, c'est pas le bien du PDG actuel, ni de l'ancien ministre, ni du président de la République. Nous voulons la préserver, donc nous voulons pas. Elle a été molestée depuis des années, mais elle a été molestée par la gouvernance de Bouteflika et même avant, d'ailleurs. Donc c'est ça, il y a un processus d'affaiblissement d'un outil de développement national qui est Sonatrach depuis très longtemps. Et là, je pense que les Algériens, tous, quelle que soit leur obédience d'ailleurs, seraient pour qu'on préserve et qu'on développe Sonatrach. Donc, toute la gouvernance
corporate, c'est-à-dire de Sonatrach, et celle du ministère qui est censé la gérer, et de l'État qui est censé gérer le ministère qui gérait Sonatrach, est à revoir complètement. Pour mettre Sonatrach au service du développement national, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, parce que là, également, c'est un autre cadavre, la saignée du capital humain, le désinvestissement qu'on a signalé en tant que Nebni, il y a très longtemps, en disant que les limites de nos capacités de production ne sont pas nécessairement liées qu'au gisement. Il y a aussi quelque part des problèmes de capacité, même si on n'avait pas toutes les informations. Et là, il faut reprendre, mais je pense que là, c'est un secteur où on a des hommes et des femmes qui pourront relever le défi si on met en place une autre gouvernance. Alors, un des risques qui peut télescoper le processus révolutionnaire, c'est tous pourris, c'est connu, hein, c'est dans les autres processus. Peut-être octobre 88, il y a à l'époque, il y a Abdelhamid Brahimi qui nous avait sorti l'affaire des 26 milliards, ce qui avait porté beaucoup de tort à toute la transition, parce que bon, on était parti sur l'idée que tout le monde a 26 milliards, c'est immense, ça n'a jamais été mathématiquement recoupé, et ça avait fait un tort immense. Il y en a qui pensent même que ça avait fait le lit du franc islam. C'est l'ancêtre de Nekaz. C'est l'ancêtre de Nekaz, d'une certaine façon. Est-ce que, avec la démarche de Nebni, c'est pas aussi contre cela qu'on se préserve? De la transparence, ça permet aussi de ne pas dire n'importe quoi. Bien sûr, mais en même temps, je pense que 2019 n'est pas 88. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de vivre à temps réel, de communiquer, et beaucoup n'ont pas d'ailleurs, sont incapables de voir ça, de voir cette Algérie qui a changé, ce dynamisme. Moi, je fais confiance, j'écoute les gens comme toi, comme tous les Algériens. J'ai vu beaucoup d'intelligence, ils sont pas très perméables à ce type d'idiotie qui en fait sont un discours que produire les gens qui ont peur de leur position, de perdre leur position, les gens qui sont dans une posture où ils veulent défendre quelque chose. Non, les gens, ils savent très bien ce qu'ils veulent. On a une équipe à la tête de ce pays qui doit partir, qui est pourrie. Ils n'en ont pas intuitif personnel. Ils sont intelligents. Cette histoire de tous, Gadis, du Khorté, personne l'a dit. Il y a des personnes, ils sont identifiés, il faut qu'ils partent, après on va rediscuter, mais personne n'a dit tout le monde doit partir, je sais pas quoi, ça, parce que les gens sont... Oui, mais bien sûr, il y a des gens responsables, ils doivent partir, et c'est inenvisageable qu'ils restent, parce qu'ils sont le problème, ils peuvent pas être la solution. Ça, maintenant, point à la ligne, c'est qu'on veut aussi construire. Les gens veulent construire, ils sont pas nihilistes, ils veulent vivre dans ce pays, ils veulent juste enclencher quelque chose de nouveau. Donc, ce risque-là, il est réel, mais aussi ce que nous a permis tous, sans exception, d'entrevoir comme Algériens le mouvement du 22, c'est l'énorme potentiel de ce pays, de ce peuple-là, qu'on croyait un peu, depuis longtemps, un peu complètement lobotomisé par la gouvernance Bouteflika. Et ça, ils ont peut-être enfui, mais c'est des graines qui sont en train d'éclore. Construire, Abdelkarim Boudra, c'est des chantiers. Donc on parlait des chantiers de la refondation. Le prochain chantier sur lequel travaille Nebni? En fait, c'est une bonne question. En Ebni, on est un collectif de bâtisseurs, de bâtisseurs bénévoles, et je rends grâce à mes amis du collectif qui produisent, parce qu'on a des experts qui gratuitement donnent de leur temps et se sacrifient. Donc c'est grâce à eux que Nebni existe. C'est pas grâce aux communicants comme moi. Donc on fonctionne aussi à la disponibilité. Si X peut produire sur une thématique et qu'elle est prête, on la sort. La prochaine, ça sera certainement, fort probablement, sur la transparence dans les élections, le contrôle des élections. Ça tournera probablement autour des élections. C'est un chantier qui est en voie de préparation. Et l'idée, c'est pas les élections pour dire à telle date ou quand et comment on va les faire, mais de dire comment les réussir et comment les citoyens doivent jouer en tant que contre-pouvoir pour assurer que les prochaines élections seront peut-être les premières élections libres et indépendantes et démocratiques dans ce pays-là. On doit travailler. Les premières ont déjà eu lieu. Les premières, oui. En juin 90, les élections locales. Il y a eu la première alternance au niveau local. Je pense. On n'a pas aimé les résultats. C'est le fils qui a gagné, mais c'était la première alternance réelle. Oui, c'est les seules élections que j'ai votées d'ailleurs de toute ma vie. Je pense qu'elles étaient
assez intéressante en tout cas. Mais bon, je pense qu'on s'achemine vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus fécond, plus intéressant, avec une maturité qu'on n'avait pas. On était peut-être assez en 88, on n'avait pas le recul. Aujourd'hui, personnellement, je sens que les Algériens, y compris et surtout les plus jeunes, ont un logiciel beaucoup plus fertile, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus vigilant que ce que nous avions. Je ne pense pas qu'aujourd'hui un fils peut éclore en 2019. Je ne pense pas que des gens qui sont dans des logiques extrémistes puissent éclore aujourd'hui. Non, ils peuvent être à la limite à la marge de la société, mais à mon avis, ils ne pourront jamais constituer une quelconque alternative. Il faut juste faire confiance à ces gens-là et se mobiliser chacun à son niveau pour enclencher quelque chose. Alors, la question de la confiance est posée. On va terminer sur cela. Nebni est un collectif, un think tank citoyen qui a énormément produit depuis 2011 et qui est aussi un gisement open source, où on peut venir se servir. C'est ouvert à tout le monde. Le gouvernement, un des gouvernements, c'était celui-là, a essayé de vous écouter. Il vous a invité à une tripartite. L'opposition, lors de l'élection de 2014, a puisé dans quelques-unes de vos propositions en open market. Et vous êtes toujours dans cette disposition-là d'offrir vos solutions, mais on s'attend à ce que dans ce contexte révolutionnaire, on fasse peut-être plus appel à votre expertise, parce qu'on est dans un moment critique, c'est vous-même qui le décrivez. Ce serait quoi la position de Nebni si demain on vous demande de jouer un rôle plus important, notamment dans cette technique de la delivery unie, de conduire des réformes, de les penser, de les articuler, etc. C'est-à-dire, sincèrement, nous, on a... avant même qu'il y ait les mouvements du 22 février, quelques mois avant, en fait, on avait délibéré et on avait décidé de ne plus continuer sur une logique qui allait proposer des solutions à des pouvoirs publics. Parce que, et on l'a écrit d'ailleurs, en disant que c'est des gens qui nous ont démontré qu'ils n'ont aucune envie de réformer. Donc, je sais qui, pour ne pas utiliser un vilain mot. Donc, on avait décidé de travailler dans d'autres directions, notamment direction de la société civile. Donc, et le 22 est arrivé. Il nous a surpris comme tous les Algériens, je suppose, même si on voyait ces phénomènes-là, mais on ne pouvait pas les prévoir. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a d'utile à faire pour le pays? Et on a réfléchi pendant plusieurs jours, même si le temps, on n'en avait pas. Et on a dit qu'on a envie de contribuer à côté d'autres pour accompagner cette transition, qui va être longue. C'est-à-dire, quand on dit transition, nous, on n'est pas en train de parler du basculement institutionnel pour aller vers des élections. On est parlé de comment redresser le pays. Donc, ça sera quelque chose qui va prendre du temps. Et Nebni se met en mode où on va essayer de réfléchir à comment réussir cette transition. Donc, on va rester un think tank non partisan, c'est-à-dire on ne va pas être partie prenante. Nebni ne sera pas, on a été sollicité depuis toujours d'ailleurs par les pouvoirs, le Premier ministre nous a offert d'être leur task force, on a toujours refusé, et c'est pas aujourd'hui qu'on va le faire, et on va pas le faire dans une nouvelle dynamique pour être avec X ou avec Y, c'est pas notre job, et on n'a pas envie de faire ça. Donc, c'est pas parce que on est utile en tant que groupe. Par contre, vous espérez avoir finalement un agrément? Non, on avait arrêté le processus d'enregistrement. L'association l'avait entamé. Parce qu'il était lent. Et puis nous aussi, on était lents. Donc, on va dire c'est du 50-50, administration et nous. Aujourd'hui, donc vous êtes toujours informel. On est un réseau d'Algériens libres et nous essayons de fonctionner. Peut-être qu'on reviendra à une formalisation, j'en sais rien. Je suis qu'un membre, on va peut-être en décider. Mais aujourd'hui, c'est comment être utile dans ce mouvement, certainement en interagissant avec les acteurs, notamment politique. Donc, si on peut produire des idées qui servent à des acteurs, Allah ibarak. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est qu'on ne va pas être dans une logique partisane ou soutenir X ou Y ou un groupe. Mais en tout cas, pas en tant que Nebni, si les membres peuvent le faire. Il y a des membres de Nebni qui ont été dans des groupes et ils sont libres de le faire, sauf les membres du comité de pilotage qui ne peuvent pas l'être. Mais tout le reste des membres de Nebni, ils sont libres d'avoir les... Attention, ça c'est une posture un peu délicate
quatre dangereuses. On a fait Carnage. la même chose à Mouatana de dire que les acteurs pouvaient choisir librement de machin. Ça vous a coûté cher, hein? Ça a coûté cher, effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Abdelkrim Merci, Boudra. Hassan. Merci d'avoir développé avec nous l'actualité de Aïe, Nibni et du pays. Merci. Tek Sahar. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.